Alors bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Simon et merci, j'en profite pour remercier donc toute l'équipe du Forum des images qui m'a fait l'honneur de m'inviter pour ce beau cycle de conférences. Donc les programmateurs, programmatrices, les techniciens de la régie, la personne qui s'occupe de la captation, enfin tous ceux et celles qui ont rendu cette séance possible. Donc merci beaucoup. Et effectivement, on va parler aujourd'hui de The Legend of Zelda. 35 ans de monde parallèle, pas vraiment 35 en réalité, hein. Mais on va y revenir. Alors oui, pour poursuivre un petit peu la présentation qu'a faite Simon, effectivement, donc moi j'ai soutenu une thèse en 2020 qui portait ce titre, le langage du level design, analyse communicationnelle des structures et instances de médiation spatiale dans la série The Legend of Zelda 86-2017. Pour faire simple, c'était une thèse d'histoire du design, c'est-à-dire qu'en gros, je me suis penché sur les épisodes de la série The Legend of Zelda, depuis le premier en date paru sur NES en 1986, ou sur Famicom au Japon, jusqu'au dernier, toujours le dernier en date d'ailleurs, Breath of the Wild, paru en 2017, sur Wii U et sur Switch. C'était une thèse d'histoire du design. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me suis intéressé à la manière dont la construction des jeux évoluait dans le temps, et pas n'importe quel aspect de la conception des jeux, ce qu'on appelle le level design, c'est-à-dire la construction des espaces dans les jeux, des espaces que le joueur ou la joueuse est amené à parcourir, au sein desquels il ou elle est amené à naviguer. Donc je me suis intéressé à la manière dont ces espaces étaient construits. Comment est-ce qu'ils évoluaient dans le temps? Est-ce qu'on pouvait remarquer des lignes de force, des variations sur certains motifs? Et surtout, quel rôle tenait la construction de l'espace ou l'espace navigable dans le jeu vidéo? Quel rôle est-ce que cela ça jouait dans l'expérience de jeu, tout simplement? Donc ma thèse, vous voyez, c'était composé de petits schémas. Là, je vous ai mis juste une petite... il n'y a pas que ça. Hein, mais là, je vous ai mis un schéma, par exemple, où j'analyse une carte, en l'occurrence ici de Breath of the Wild, où je note les déplacements prévus voilà, par les level designers pour le joueur ou la joueuse pour atteindre tel ou tel objectif. Donc c'était une thèse qui était centrée sur l'analyse de séquences de jeu au sein de la série The Legend of Zelda. Donc pour préparer cette conférence, je suis revenu plusieurs années en arrière. Ça m'a fait extrêmement plaisir, puisque là j'ai passé ma semaine à me replonger dans les épisodes de la série Zelda, à refaire les jeux Zelda pour pouvoir arriver au point de sauvegarde exact auquel je veux vous les montrer là lors de cette conférence. C'est ça la grande injustice de la recherche sur le jeu vidéo par rapport à la recherche en cinéma. Hein. C'est-à-dire que bon voilà... Il suffit pas d'amener son fichier avec son timecode. J'ai dû me refaire les jeux en entier pour arriver au moment où je voulais vous les montrer. Et donc, comme Simon vous l'a dit, il s'agira d'une conférence jouée, et ça sera la partie équilibriste de la conférence, parce que je vais donc prendre des sauvegardes à certains moments clés, et je vais devoir essayer de m'en sortir devant vous pour prouver ce que je veux prouver. Mais on verra ça tout à l'heure. Donc là, pour ceux et celles qui ne seraient pas forcément très familiers ou familières de la série, je vous ai mis à peu près la timeline des jeux sur lesquels j'ai travaillé pour ma thèse. La série Zelda, c'est une série, si on compte les épisodes dérivés, les jeux affiliés, les portages, les épisodes remasterisés, les remakes, etc., c'est une série qui compte énormément de jeux, plus d'une quarantaine à l'heure actuelle. Moi, pour ma thèse, je me suis concentré sur un corpus réduit. Ce corpus, c'était quoi? C'était le corpus des épisodes parus sur console de salon, c'est-à-dire ceux qui appartiennent, on peut dire, à la trame principale de la série. Donc pour passer en revue un petit peu avec vous, pardon, une dizaine d'épisodes. On commence en 1986 avec The Legend of Zelda, donc le premier du nom, hein, qui sort sur Famicom au Japon, enfin Famicom Disk System au Japon, et qui sort sur NES en France. En 87, un an plus tard, Zelda 2 Adventure of Link. En 91, A Link to the Past, qui sort à l'époque sur Super Nintendo. Donc là, pour ces 3 premiers épisodes, on est encore dans l'ère du jeu vidéo en 2 dimensions. Link's Awakening en 93, qui sort sur Game Boy. Alors c'est le seul épisode sur console portable que je me suis permis d'inclure dans le corpus de thèse, parce que je le trouvais particulièrement intéressant. Ocarina of Time, qui est probablement un des plus connus, qui sort en 98 sur Nintendo 64. Là, on entre dans l'ère de la 3 dimensions. Majora's Mask en 2000, The Wind Waker en 2002,
sur GameCube, Twilight Princess en 2006 sur GameCube et sur Wii, Skyward Sword en 2011 sur Wii, Breath of the Wild en 2017 sur Wii U et Switch, et à venir, puisqu'on est en plein dans l'actualité, là, hier soir à 23, non je sais plus, avant-hier soir à 23h, on a eu un Nintendo Direct qui nous montrait le trailer, enfin un trailer du prochain épisode, qui sortira dans 3 mois, Tears of the Kingdom, dont évidemment je ne vais pas dire grand-chose, puisqu'il n'est pas encore sorti, mais qu'on attend tous et toutes avec impatience. Donc voilà à peu près le corpus considéré, et voilà au sein de quoi l'on va naviguer pendant cette grosse heure, à peu près. On va essayer de garder du temps quand même pour les questions avec le public. Alors, cette question des mondes parallèles. Moi, cette question des mondes parallèles, elle m'a vraiment intéressé. Pour une raison qui est très simple, c'est que on pourrait prendre cette expression-là dans son sens, je dirais, métaphorique, et j'imagine que dans les conférences qui m'ont précédé dans le cycle, vous avez étudié à fond tous les sens possibles et toutes les acceptions de cette expression des mondes parallèles. On pourrait la prendre comme une sorte de synonyme de réalité alternative, voilà, d'autres réalités. Bon. Mais au sein de la question des mondes parallèles, il y a quand même un schème spatial qui est extrêmement important. On ne parle pas juste de réalité alternative, on parle d'un monde, donc d'un espace dans lequel on se déplace, dans lequel on navigue. Or, si on veut appliquer cette question aux jeux vidéo, eh ben, on a l'objet rêvé. On a un cas de médiagénie idéal, si vous voulez, entre un concept et un médium. Parce que le jeu vidéo, très tôt, dans les travaux qui ont cherché à le problématiser, a été perçu sous l'angle de sa spatialité. Là, je vous ai mis une petite citation d'un auteur... Qu'est-ce que je fais ? Hop, d'un auteur important sur ces questions qui s'appelle Espen Arset, qui dit, je traduis, donc la spatialité est ce qui définit le jeu vidéo. Représenter et négocier avec l'espace constitue sa préoccupation essentielle. Effectivement, les premiers chercheurs et chercheuses qui se sont intéressés aux jeux vidéo, ils se sont bien rendus compte qu'il y avait quand même une particularité du jeu vidéo, c'est que c'était certes un art audiovisuel, ça je ne vous apprends rien, mais c'était avant tout une image au sein de laquelle on se déplace. C'est-à-dire que la question de l'espace, la question de la spatialité, la question de la navigation est une question centrale, qui n'est pas exclusivement propre aux jeux vidéo, elle est propre au monde numérique en général. Voilà, quand vous surfez sur Internet, vous allez sur des sites, vous allez sur des portails, vous cliquez sur des noms de domaines, etc., etc. Vous êtes dans un vocabulaire qui est purement spatial parce que la navigation intertextuelle et tous ses dérivés, en particulier le jeu vidéo, eh bien, fonctionne sur un schème qui est fondamentalement un schème spatial. Donc moi, ayant travaillé sur le level design, la construction des espaces, lorsque Simon m'a contacté en me disant « Est-ce que ça vous intéresserait de venir parler de monde parallèle ?» J'étais là « Oui, bien sûr !» Et d'ailleurs, j'ai un objet tout trouvé pour ça. C'est évidemment la série Zelda. Mais ça, je vais essayer de vous en convaincre le temps de cette conférence. Excusez-moi. Donc on va parler d'espace parallèle. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que moi dans ma thèse, je ne me suis pas vraiment concentré sur cette question des mondes parallèles. Ce n'était pas vraiment un point important de mon travail de recherche. Moi je travaillais sur des questions vraiment techniques. Je ne travaillais pas vraiment sur des questions de représentation ou alors de façon secondaire. Mais à l'occasion de la préparation de cette conférence, j'ai été rouvrir mes notes de thèse, donc ce que j'écrivais sur mon petit clavier lorsque je jouais au jeu de mon corpus pendant l'écriture de ma thèse, et j'ai retrouvé des passages qui parlent et qui thématisent directement cette question des mondes parallèles. Là, je vous ai mis quelques petits captures d'écran, quelques petits extraits, des notes de thèse de que j'ai écrites lorsque je jouais au Ocarina of Time, donc il y a à peu près 6 ans, et des notes que j'écrivais lorsque je jouais à A Link to the Past. Vous voyez, j'écris, alors bon, attention, j'écrivais ça à 8h du matin, voilà, tout seul dans ma chambre, donc il faut prendre avec des pincettes, mais j'écrivais par exemple, j'ai l'impression qu'il y a souvent un redoublement de la dualité cosmologique over-underworld, on va en parler, dans les Zelda, avec un niveau global, une seconde dualité installée par la fiction de chaque jeu. Chaque monde, surtout à partir de A Link to the Past, je crois, existe en 2 versions différentes, ce qui multiplie par 2 la taille de l'espace à explorer, etc., etc., etc. Pareil sur A Link to the Past, la dualité apparence-réalité, c'est l'acte de naissance de toute cette cosmologie duale qui va imprégner les Zelda. J'avais déjà un peu réfléchi à cette question des mondes parallèles, même si en réalité je n'avais pas fait grand-chose, mais comme quoi, 6 ans après, il ne faut jamais désespérer. Donc, on va rentrer dans cette question, et on va y rentrer, je dirais, par la porte la plus fréquentée.
Je disais qu'il y avait un effet, si vous voulez, d'adéquation un peu parfaite dans la question des mondes parallèles avec la question du jeu vidéo. Effectivement, on va commencer déjà par évacuer, je dirais, une approche du sujet qui est intéressante, mais qui n'est pas celle qui, moi, m'intéresse en priorité, c'est la question médiatique. Je m'explique. Lorsqu'on parle de jeux vidéo, on a toujours tendance, c'est presque un réflexe, je dirais, à l'assimiler à une forme de monde parallèle. Là, je ne parle pas de ce qui se passe dans les jeux vidéo, je ne parle pas de la série Zelda, je parle du médium jeu vidéo en lui-même. Là, ce que vous avez, c'est un schéma que j'utilise souvent dans mes cours, d'un auteur qui s'appelle Michael Nitzsch, qui a écrit un livre qui s'appelait Video Game Spaces en 2008, dans lequel il distinguait ce qui, selon lui, étaient les 5 plans analytiques de la spatialité lorsqu'on l'applique aux jeux vidéo. Vous voyez, il distingue 5 plans, donc 5, je dirais, régimes spatiaux du joueur ou de la joueuse de jeux vidéo lorsqu'il est face à son jeu. Vous avez l'espace des règles, ce qu'il appelle le rule-based space, donc c'est le jeu tel qu'il est conçu dans le programme informatique. Vous avez le mediated space, donc le jeu tel qu'il vous apparaît à l'écran, tel qu'il est médié par l'écran, donc l'espace de l'écran, ce que vous voyez à l'image. Vous avez le fictional space, donc ce que vous imaginez lorsque vous jouez à un jeu vidéo, les images mentales que vous vous créez à partir de ce que vous jouez. Là, par exemple, dans l'exemple qui est pris sur le schéma, vous voyez quelqu'un qui joue à un jeu de voiture et il s'imagine un vrai pilote à l'intérieur de son habitacle. Vous avez le play space, c'est-à-dire l'endroit dans lequel vous jouez, l'endroit du jouet, mais c'est-à-dire l'endroit dans lequel vous jouez physiquement. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans votre salon? Est-ce que vous êtes dans les transports en commun? Est-ce que vous êtes voilà, dans une salle de jeu? Et vous avez le social space, c'est-à-dire l'espace que vous partagez avec les personnes avec lesquelles vous jouez, si vous jouez à un jeu multijoueur, que ce soit en physique ou en ligne. Et évidemment, quand on considère cette spatialité à 5 niveaux du jeu vidéo, il y a une tentation qui est évidemment très grande de tracer une ligne entre, d'un côté, le monde réel, si je puis dire, celui dans lequel vous jouez, l'endroit où vous vous trouvez, etc., et le monde du jeu, le monde virtuel, d'accord, ce que vous voyez à l'écran, ce qui se passe dans le programme informatique, éventuellement ce que vous imaginez dans votre tête lorsque vous jouez. Et cette espèce de raccourci de pensée qui consiste à présenter le jeu vidéo comme un monde parallèle, il est évidemment pas nouveau du tout. Là, je vous ai mis à l'écran quelques-uns parmi les textes les plus anciens qui existent en matière de recherche ou en tout cas d'essai sur le jeu vidéo. La grande couverture que vous voyez là, Pilgrim in the Microworld, c'est un livre donc, de David Sudnow qui est publié, je crois, à la fin des années 70. David Sudnow, c'est qui? C'est un pianiste de jazz qui découvre le jeu vidéo et qui se dit qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire sur la question de la manipulation des interfaces en rapport avec la technique de l'improvisation pianistique. Comment est-ce qu'on réagit avec un contrôleur entre les mains lorsqu'on doit improviser face à une situation. Et vous voyez que je crois que c'est en 79, je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est en 79 donc, qu'il intitule son ouvrage Pilgrim in the Microworld, donc un pèlerin dans le micro-monde. Et cette expression du micro-monde pour désigner le jeu vidéo, on la retrouve à toutes les sauces à l'époque. Là, je vous ai mis un autre passage qui est un extrait d'un livre de Eugene Provenzo, qui n'est pas très connu, qui s'appelle Nintendo Kids. Provenzo, c'est qui? C'est un psychiatre qui analyse au début des années 90 les effets des jeux Nintendo sur la jeunesse. Alors bon, vous imaginez que c'est pas un texte très, c'est un peu un texte à charge contre le jeu vidéo. Et il a évidemment son chapitre intitulé Video Games as Micro-Worlds, donc jeux vidéo comme micro-monde. Et cette expression, si vous voulez, ce réflexe, je dirais, de pensée qui consiste à présenter le jeu vidéo comme un micro-monde, comme un monde virtuel, il est très ancien, il est très facilement suscité par le médium lui-même. On le retrouve encore aujourd'hui, quand il y a des gens qui nous parlent de cyberespace, qui nous parlent de monde virtuel, qui nous parlent de métaverse, voilà. On a cette idée qu'il y aurait comme ça un monde différent, obéissant à ses propres règles, en dehors d'une autre, qui serait le monde du jeu vidéo, alors que nous, on vivrait dans le vrai monde, de la vérité véritable, physique. Évidemment, cette dualité, elle est un peu artificielle, il n'y a pas grand-chose pour elle, mais c'est une dualité qui est très, très présente, très prégnante, et moi je vous propose qu'on l'écarte
très vite. Parce que je pense pas qu'elle nous amène très loin. On pourrait, épiloguer des heures sur les mondes virtuels. Bon, je pense pas que ce soit très intéressant. Moi, je pense qu'on gagne plus à rentrer dans le détail des œuvres elles-mêmes et de ce qu'elles racontent, parce que le jeu vidéo, il raconte des choses, il montre des choses, comme un film, comme un livre, et on va donc laisser de côté cette question médiatique. Après, elle n'est pas complètement absente non plus de mon corpus. Par exemple, ce que vous voyez, c'est une image d'un des jeux de la série, Twilight Princess, qui paraît en 2006, et à la toute fin du jeu, donc toute l'intrigue du jeu repose sur le fait que il y a donc deux mondes, et le problème, donc un monde de lumière et un monde de ténèbres, et le problème c'est qu'ils ont tendance à se déverser l'un dans l'autre, et il faut trouver un moyen, si vous voulez, de refermer le portail qui existe entre ces mondes parallèles, justement. Et lorsqu'on y parvient, le personnage qui nous accompagnait depuis le début de l'aventure, qui finalement qui doit retourner dans son monde d'origine, nous adresse ce conseil: n'oubliez pas qu'il existe un autre monde à côté du vôtre. Alors évidemment ici, ça parle dans la fiction du jeu, c'est une réplique qui est intradigétique, mais on ne peut pas s'empêcher d'y voir une sorte de clin d'œil méta-ludique de la part des développeurs et des développeuses qui réaffirment l'importance du jeu vidéo dans notre réalité. L'autre monde qui existe à côté du nôtre, c'est à la fois le monde des ténèbres par rapport au monde de la lumière dans la fiction de Twilight Princess, mais c'est aussi évidemment le jeu vidéo par rapport à notre monde extra-ludique. Après, ce type de clin d'œil métaludique, il est relativement rare dans la série Zelda. Nintendo, qui est, je ne l'ai pas précisé, pardon, mais qui est le studio de développement japonais qui est aux commandes de la série depuis le départ, depuis 1986, Nintendo n'est pas connu pour ses positions métaludiques, n'est pas connu pour ses clins d'œil qui briseraient le quatrième mur. Au contraire, c'est un développeur qui est très illusionniste, qui maintient sa fiction coûte que coûte. Donc ce genre de clin d'œil est relativement rare, mais ils existent. Et voilà, on a fait un sort à la question médiatique. On va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail de nos analyses. Premièrement, quand on parle de monde parallèle dans la série Zelda, le premier parallélisme, celui qui est établi dès le départ, dès 1986, le premier parallélisme spatial qui est établi, c'est le parallélisme, l'opposition entre d'un côté la plaine et de l'autre côté le donjon. Deux espaces concurrents qui coexistent au sein d'un même jeu et que le joueur ou la joueuse va être amené à traverser. Deux espaces qui sont antithétiques, qui présentent chacun des caractéristiques qui l'opposent entièrement à l'autre, qui présentent chacun leurs particularités, leurs spécificités, mais, puisqu'une session de jeu vaut mieux qu'un long discours, à tout seigneur, tout honneur, on va passer sur le premier épisode de la série The Legend of Zelda 1986. Alors, est-ce qu'on peut faire un switch au niveau de la régie? Ouais, je vous remercie. Alors, j'ai choisi du coup pour cette conférence que des jeux qui sont disponibles légalement sur le Nintendo Online, c'est-à-dire la plateforme de, si vous voulez, de téléchargement et de jeux en ligne de Nintendo. Et donc, on va revenir aux origines et on va regarder un peu à quoi ressemble le premier épisode de la série. Donc 1986, The Legend of Zelda, on est en vue zénitale. C'est peut-être un peu fort. Merci Moko. Super. Alors, on va commencer notre aventure. Donc je pense que il y a beaucoup de gens ici qui sont assez familiers du début de The Legend of Zelda. Mais donc, on contrôle notre petit personnage que vous voyez ici au centre de l'écran. Première chose à faire, on va aller récupérer notre épée. Il est dangereux de s'aventurer seul. Prends cela. Merci. Et on ressort. Et là, on est donc dans l'espace de la plaine. C'est un espace, vous voyez, extérieur. Dans le manuel du jeu, sur lequel on va revenir après, on nous dit que c'est un monde de beauté naturelle. Alors évidemment, avec les graphismes de 86, c'est un peu difficile à se représenter, mais on est dans un espace dans lequel, voilà, on peut naviguer relativement librement, on peut passer d'un écran à l'autre.
Il y a des ennemis qui patrouillent mais qui ne sont pas extrêmement agressifs, du moins pour le moment. Effectivement, l'inspiration, c'est l'inspiration d'un environnement naturel. Vous voyez, là on est au bord d'un lac par exemple, là on rentre dans une forêt, les espèces de petits ronds verts, hein, ce sont des arbres. Et en se promenant au sein de ce premier monde, on va rapidement rencontrer notre premier monde parallèle, à savoir le monde des donjons. Si je survis jusque-là, hop! Nous y voici. L'entrée du premier donjon dans cet arbre creux, et lorsqu'on y rentre, on change de régime d'expérience. Déjà, vous voyez qu'on passe en intérieur, on passe dans un environnement qui est un environnement... Est-ce qu'on peut peut-être baisser encore un tout petit peu le son du jeu, s'il vous plaît? Merci beaucoup. On passe dans un environnement donc, qui est un environnement construit, par opposition à l'environnement naturel dans lequel on était jusque-là. Ce donjon, cet espace prend la forme d'un labyrinthe. Vous voyez, il y a plusieurs portes, une porte à l'est, une porte à l'ouest et une porte au nord qui est verrouillée. On ne peut pas y entrer. Et c'est l'acte de naissance de cette dualité qui est au cœur de la spatialité de la série entre le donjon et la plaine. D'ailleurs, petite astuce, je ne sais pas si ceux qui ont joué à The Legend of Zelda premier du nom l'ont déjà remarqué, mais si vous sortez du premier donjon et que vous rentrez, la porte est déverrouillée. On ne sait pas pourquoi, c'est un bug de programmation. A priori, c'est parce que le fait de sortir d'une... Alors bienvenue dans les trucs et astuces de Zelda. En fait, a priori, c'est un bug de programmation qui fait que lorsqu'on sort d'une salle au sud, le programme considère que du coup la porte nord doit être nécessairement déverrouillée et donc ça cause une sorte de conflit au niveau du level design. Mais bref, on va s'arrêter là. Et on va revenir à la présentation. Donc, merci. 2 environnements qui sont détaillés dans le manuel du jeu. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran du manuel de l'époque, 1986. Comme vous le voyez en 2 langues, hein, en néerlandais et en français, puisqu'à l'époque les jeux vidéo étaient zonés, c'est-à-dire qu'ils étaient distribués par territoire, et comme la Belgique était francophone, mais qu'elle était aussi néerlandophone, eh bien, on partageait avec la Belgique donc, le marché du jeu vidéo, et donc les manuels étaient en néerlandais et en français, peu importe. Dans le manuel, vous avez ici donc, la description de cette cosmologie. D'un côté, le monde extérieur. Link doit combattre bon nombre... Alors Link, pardon, je ne l'ai pas précisé, c'est le héros, c'est le nom du héros de la série. Link doit combattre bon nombre d'ennemis dans ce monde de beauté naturelle, de forêts, de lacs et de montagnes. Certains personnages qui vivent dans ces endroits sauront lui venir en aide. Deuxième espace, le monde sublunaire. Le monde sublunaire est un enchevêtrement de labyrinthes piégés qui renferme plus d'ennemis que le monde extérieur. Les fragments de la Triforce de sagesse sont cachés quelque part dans ces labyrinthes. Donc d'emblée, on a cette dualité. D'un côté, le monde extérieur, de l'autre côté, ce que le manuel appelle le monde sublunaire. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de monde sublunaire? Je le dis parce que moi, ça m'avait fait beaucoup rire quand j'avais fait ma thèse. Mais d'où elle sort, cette expression de monde sublunaire? C'est une référence à Aristote, dans son traité du ciel, qui parle de cosmos hyposélénios, hein, ça veut dire littéralement le monde sous la Lune, et il en parle pour désigner la Terre, du coup, par opposition au monde céleste, dans lequel se déplacent les planètes. Quel est le rapport avec le monde extérieur de The Legend of Zelda? A priori aucun, mais le traducteur ou la traductrice était visiblement quelqu'un de cultivé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc cette opposition qui est établie d'emblée, et cette opposition-là, elle va être absolument fondamentale. On va la retrouver dans à peu près tous les épisodes de la série. Donc si déjà il y a une question de monde parallèle au sein de la série Zelda, c'est dans cette opposition entre monde extérieur et monde sublunaire. Alors, de quoi est-ce que c'est la traduction, en fait, ça, monde extérieur, monde sublunaire? En fait, c'est la traduction de l'anglais Overworld, pour monde extérieur, qui veut dire monde de la surface, monde du dessus, et de Underworld, pour monde sublunaire, ce qui veut dire, en fait, le monde souterrain, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi ça a été traduit comme ça. Et cette opposition-là, d'où est-ce qu'elle vient? Là, je vous disais qu'elle est reprise après dans tous les épisodes de la série. Là, vous avez une capture d'écran du manuel de Link to the Past, donc on est 15 ans plus tard, et une capture d'écran du manuel d'Ocarina of Time, on est en 98, et vous voyez que les appellations se fixent. Cette fois-ci, on va arrêter de parler de monde sublunaire, là où je ne sais pas quoi, ça va devenir le donjon. Et le monde extérieur, ça va devenir la plaine. Vous voyez sur Ocarina of Time, vous avez visualisation de la carte des plaines, en dessous vous avez visualisation de la carte des donjons. Bon. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de plusieurs choses. S'il y en a ici qui connaissent un petit peu le créateur de la série, Shigeru Miyamoto,
Et à chaque fois qu'on lui demande d'où vient l'idée de The Legend of Zelda, il répond toujours la même chose. Il dit « Ah, mais quand j'étais petit, je me promenais dans la campagne, et cette atmosphère de découverte que j'ai ressentie dans mes randonnées dans la campagne de Sonobe, hein, dans la préfecture de Kyoto, c'est cette atmosphère de découverte, cette exaltation que j'ai voulu retranscrire dans les jeux. » Cette histoire-là, elle est intéressante, mais il y a une interview qui, moi, je trouvais beaucoup plus intéressante que toutes celles-ci, dans lesquelles il répète à peu près toujours la même anecdote. C'est une interview qui parut dans le magazine Rolling Stone, qui date de janvier 92, dans lequel le journaliste retranscrit les paroles de Miyamoto. Et Miyamoto dit, il se souvient du dédale de pièces de la maison de papier et de cèdre de son enfance. Des cloisons coulissantes shoji s'ouvraient sur les couloirs de ce qui semblait être un château rempli de pièces cachées. La maison se situait à la campagne, à l'extérieur de Kyoto, dans la ville de Sonobe, où ses parents et grands-parents étaient également nés. Il passe une grande partie de sa jeunesse à pêcher dans une rivière voisine, à marcher sur les bords d'une rizière détrempée, à dévaler les pentes des collines, etc. Et là, on retrouve l'anecdote classique. Mais c'est surtout la première partie qui m'intéresse. Parce que l'idée de la maison familiale comme un château rempli de pièces cachées, là, on retrouve la dualité entre les labyrinthes du monde souterrain, d'accord, et le monde extérieur qui, lui, est un monde voilà, de découverte. Bon. Alors, on peut faire confiance, si vous voulez, à cette espèce de roman des origines hein, que Miyamoto ne cesse de modifier, de répéter, etc. Sinon, on peut faire une analyse qui serait une analyse, je dirais, plus de l'ordre de l'histoire des jeux, en se rendant compte que, en fait, la distinction, la bipartition Underworld-Overworld, elle vient d'où? Elle vient de la tradition du jeu de rôle sur table, en fait. Elle vient de Donjons et Dragons, tout simplement. Là, vous avez le manuel de la première édition de Donjons et Dragons 1974, volume 3 du manuel qui concerne l'espace, les environnements, l'univers, et vous voyez qu'il s'intitule The Underworld and Wilderness Adventure. Et vous avez tout de suite cette opposition qui est créée entre, d'un côté, la wilderness, donc les contrées sauvages, la nature, et de l'autre, l'underworld, c'est-à-dire les donjons, les labyrinthes dans lesquels on va envoyer les joueurs et les joueuses. Et le manuel est très clair, hein, il nous dit, voilà, un bon maître du jeu ou une bonne maîtresse du jeu, eh bien, il doit faire varier les deux régimes d'expérience, il doit prévoir des donjons pour envoyer ses joueurs explorer, etc. Mais il doit aussi prévoir des phases de voyage dans le monde extérieur, à la surface, etc., etc. Donc, cette opposition Underworld-Overworld, en fait, elle vient de la tradition du jeu de rôle papier états-unien. Alors, est-ce que Miyamoto a lu le manuel de 1974 de Donjons et Dragons? Probablement pas. Mais Donjons et Dragons, aux États-Unis, était quelque chose d'extrêmement populaire dès sa parution, en fait, dès 1974. Le premier jeu vidéo adapté de Donjons et Dragons, c'est un jeu qui s'appelle D&D, qui s'écrit D&D en minuscule, et qui paraît à l'époque sur un système informatique universitaire en 1974. Littéralement la même année, il y a déjà des adaptations vidéoludiques du jeu de rôle papier Donjons et Dragons. Donc très populaire aux États-Unis, et il y a des développeurs japonais qui expliquent que lors d'une convention qui a eu lieu au Japon au début des années 80, ils ont vu en fait arriver les premiers jeux vidéo états-uniens qui s'inspiraient du système de Donjons et Dragons, notamment les Ultima, etc. à l'époque, et que voyant ça, ils se sont dit mais c'est ça qu'il faut faire. C'est génial, ce jeu de rôle-là, on n'a jamais vu ça, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est de là que naît toute cette tradition du jeu vidéo japonais, Dragon Quest par exemple, littéralement, enfin c'est littéralement le titre même est une référence explicite, Final Fantasy et The Legend of Zelda notamment. Donc l'origine de cette bipartition Underworld-Overworld, elle vient de Donjons et Dragons, et ensuite, enfin en tout cas du jeu de rôle états-unien, et ensuite elle va innerver toute la série, elle va devenir absolument centrale dans l'économie de la série. Moi, dans ma thèse, je m'étais amusé à répartir les jeux vidéo de mon corpus de façon chronologique en fonction de l'équilibre qu'ils maintenaient entre justement ces deux espaces concurrents. C'est-à-dire quels étaient les épisodes qui privilégiaient plutôt les donjons, c'est-à-dire le labyrinthe, le challenge, les environnements claustrophobiques, etc. Et quels étaient les épisodes qui privilégiaient plutôt la plaine, c'est-à-dire la découverte, la navigation, la contemplation, le vent dans les cheveux, etc. Vous voyez que dans ma petite histoire moi, que j'ai faite pour ma thèse, en réalité, au départ, on a plutôt tendance à privilégier l'espace du donjon, l'espace du labyrinthe. C'est surtout sur cette modalité-là qu'on va développer les jeux Zelda. Petit à petit, on va réussir à trouver une sorte d'équilibre avec l'arrivée dans l'ère de la 3D. À partir d'Ocarina of Time, vous avez deux espaces qui sont beaucoup plus équilibrés. On passe autant de temps à chevaucher dans la plaine
d'Hyrule, qui est le royaume imaginaire dans lequel se passent la plupart des jeux, qu'à arpenter les labyrinthes des donjons. Et aujourd'hui, notamment depuis Wind Waker, mais surtout avec Breath of the Wild, la plaine a gagné la bataille, clairement. Maintenant, ce qu'on veut, c'est juste se promener dans la plaine. On n'a plus envie de faire des labyrinthes, c'est démodé. Et donc, on pourrait faire une histoire, si vous voulez, de ce parallélisme au sein même de la série Zelda. Donc ça, c'est ce que j'avais fait dans ma thèse à l'époque. Donc, la première opposition, premier monde parallèle, le donjon d'un côté, le monde extérieur de l'autre. Maintenant, on va voir que les choses vont se compliquer très rapidement dans la série. À partir du 3e épisode, donc 1991, A Link to the Past, on va assister à un véritable feuilletage au niveau des parallélismes. On va conserver cette opposition monde souterrain, monde extérieur, mais on va rajouter des couches de dualité. On va rajouter des mondes parallèles sur les mondes parallèles. Et ça va commencer avec A Link to the Past. Pourquoi ça commence avec A Link to the Past? Parce que A Link to the Past est l'épisode qui est vraiment l'épisode de, si vous voulez, la cosmogonie. C'est un épisode qui met un point d'honneur à fonder une sorte de pseudo-mythologie de la série Zelda. Dans le manuel, vous avez des longues pages qui décrivent une sorte de genèse, vraiment au sens religieux du terme, de l'univers de Zelda, et qui vous explique comment voilà, les dieux ont créé le monde, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, les guerres, les reconstructions, les machins et tout. Bon. Et dans cette espèce de cosmogonie qui apparaît en 91, avant 91 on s'en fichait un petit peu de vraiment d'où venait le monde de Zelda, qu'est-ce qui s'y passait, etc. C'était expédié. En 91 apparaît un premier motif qui est ce motif de la Terre d'Or. Donc vous voyez, c'est marqué dans le manuel. À Hyrule, beaucoup de bâtiments hyliens, c'est les habitants d'Hyrule, sont mentionnés à maintes reprises dans les légendes. Ces édifices, actuellement en ruine, pâles ombres de leur splendeur passée, sont étroitement liés à la Triforce. Donc la Triforce, c'est l'espèce de triangle brillant là, que vous voyez sur l'image, qui est en fait l'espèce de trésor qui constitue l'objectif principal de la quête de la plupart des jeux de la série. Certains d'entre eux sont même censés l'abriter. Par son seul symbolisme, la Triforce suscitait déjà beaucoup de convoitises, mais un verset du livre de Mudra, quand je vous disais que c'était vraiment religieux, un recueil des légendes et de la connaissance des Hyliens, rendait la Triforce plus désirable encore. Abriter des regards dans un monde invisible, le bleu du ciel rayonne d'une lumière d'or, c'est là que la Triforce inéluctablement, belle mystiche, transforme les rêves des mortels en réalité. Et donc, votre mission, la Terre d'Or de la Triforce, complètement corrompue par les désirs diaboliques de Ganon, est devenue le monde des ténèbres, etc., etc. Il va falloir donc naviguer entre deux mondes. Donc, A Link to the Past établit cette distinction cosmogonique entre, d'un côté, le monde normal dans lequel on vit, dans lequel vivent la plupart des gens, et un espèce de monde sacré, un territoire divin, qui s'appellerait la Terre d'Or, dans lequel voilà, vivent les dieux, qui abrite la Triforce, qui est donc le symbole de leur pouvoir. Et la particularité donc, du scénario de A Link to the Past, c'est que ce royaume sacré se retrouve corrompu, parce qu'un sorcier maléfique s'y infiltre, et dérobe la Triforce, ce qui donc suscite la corruption de ce monde sacré. Et donc le jeu va nous demander de naviguer en permanence entre deux réalités, entre deux mondes parallèles, dont là vous avez des images. En haut, le monde normal, et en bas, le monde des ténèbres. Donc en haut, pardon, le monde de la lumière, comme on l'appelle, et en bas, le monde des ténèbres, anciennement la Terre d'Or. Ce qui est intéressant avec cette dualité-là, c'est que non seulement elle vient se rajouter à la dualité donjon-plaine, dont on a déjà parlé, mais surtout qu'elle va se retrouver dans beaucoup d'épisodes de la série. Même si tout le monde l'a oublié, elle se retrouve dans Ocarina of Time, sous le nom de Saint-Royaume, elle se retrouve jusqu'à Twilight Princess, sous le nom de Terre Sacrée. Elle a une très forte longévité dans l'histoire de la série. Mais, pour voir comment se matérialise ce passage entre les mondes parallèles, dans A Link to the Past, eh bien, je vous propose qu'on y voyage. Alors, cette fois-ci, on change de génération de console. On passe à la génération suivante, on passe de 8 bits à la 16 bits, et on va arriver sur Super Nintendo. Alors là, c'est une des séquences de jeu que j'appréhende le plus, je vous préviens.
Link to the Past, c'est un jeu qui est très difficile. Donc, hop. Donc là, vous voyez, déjà, voilà. Là, vous voyez que graphiquement, le jeu est un petit peu plus fin qu'il ne l'était sur NES. Donc là, je voulais vous montrer cette séquence parce que elle introduit la mécanique qui va permettre de naviguer d'une réalité à l'autre au sein du jeu. Donc là, on rentre dans une grotte et on y rencontre un vieil homme qui nous demande de l'escorter parce qu'il a oublié sa lampe. Donc on va l'escorter au sein du labyrinthe. Il va nous donner des petits conseils en disant voilà, fais attention à ne pas tomber dans les trous. En même temps, il en profite pour nous raconter un petit peu sa vie, mais sur le modèle de, si vous voulez, un petit peu de ces, vous savez, de ces vieillards ou de ces vieilles femmes qu'on rencontre dans les contes et légendes, qui, voilà, sous une apparence humble, en réalité s'avèrent être des puissants magiciens, voilà. Donc là, il nous raconte encore plusieurs choses. On l'escorte à l'extérieur du labyrinthe. Et à l'issue de ce petit labyrinthe, il va nous confier un objet qui va être extrêmement important. I wanted to give you this, donc je voulais te donner ça. Si tu marches dans un téléporteur magique, regarde dans ce miroir. Donc il me donne le miroir magique. Le miroir est bleu, clair et magnifique. Vous avez l'impression que voilà, vous pouvez vous absorber à l'intérieur d'un autre monde. Donc on a obtenu le miroir magique. On laisse... Je disais, on a obtenu le miroir magique. On laisse le bonhomme rentrer chez lui. Et... Ah non, s'il vous plaît. Je disais... Alors je vous promets que mon explication vaut le coup. Alors attends, en plus c'est même pas par là que je dois aller. Dieu. Ah, le rétro gaming, on adore, hein. Quel enfer. Est-ce que je suis au bon endroit? Oui, je suis au bon endroit. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est la mécanique de jeu qui consiste à passer d'un monde à l'autre et qu'on obtient à partir de ce moment dans l'aventure. Donc là, on est à peu près au premier tiers du jeu, hein. On a fait les deux premiers donjons du jeu. Et on tombe sur ce téléporteur qui nous fait passer d'un monde à l'autre. Et là, vous voyez que la palette de couleurs a changé, on est passé dans le monde des ténèbres. Alors pourquoi est-ce qu'on est un lapin? Parce qu'on n'a pas encore obtenu le pouvoir qui permet de naviguer de façon fluide entre les mondes, donc on est un peu maudit. Et donc on est arrivé dans le monde des ténèbres. Ce qui est intéressant avec cette opposition monde des ténèbres, monde de la lumière, c'est qu'elle va avoir des répercussions qui ne sont pas seulement esthétiques. Alors oui, certes, ça dédouble la surface de jeu, y a un changement de palette, on change d'univers, on change même de musique, vous l'avez entendu, mais surtout, donc là vous voyez la carte du jeu, hein, la carte du monde des ténèbres, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que à l'aide du miroir, on va pouvoir naviguer librement d'une réalité à l'autre. Là vous voyez par exemple que ici il y a une espèce de falaise sur laquelle je ne peux pas monter, et pourtant il y a un objet qui m'intéresse, c'est cette espèce de cœur là que vous voyez, mais je ne peux pas y accéder. La mécanique de jeu centrale de A Link to the Past, c'est que si je me mets à l'endroit où cette falaise existait dans le monde de la lumière, vous voyez d'ailleurs qu'elle a une forme qui est suspecte, parce qu'elle ressemble beaucoup à une manette de Super NES, et que je repasse dans le monde de la lumière, eh bien, je disais... Merci. Je disais... Si je repasse dans le monde de la lumière... Oh, finesse. Oui, ça y est. Je me retrouve en haut de la falaise et je peux récupérer l'objet que je cherche.
Donc, le passage d'un monde à l'autre n'est pas seulement une question de transfert, je dirais, esthétique, représentationnel, c'est aussi une mécanique de jeu qui me permet de passer d'un level design à l'autre et de jouer entre les deux plans d'existence. Bon allez, on va quitter ce jeu maudit, on va revenir au PowerPoint, je vous remercie. Donc, A Link to the Past, première occurrence de ce passage, si vous voulez, d'une réalité à l'autre, inscrit dans la mythologie du jeu. Quand je vous disais que cette histoire de terre sacrée, royaume sacré, terre d'or, etc. se retrouvait dans les autres épisodes de la série, là vous avez, dans Ocarina of Time, donc l'épisode de 98, qui est l'épisode suivant, vous voyez que dans la notice du jeu, on nous dit qu'il existe donc voilà un royaume sacré rattaché à Hyrule, c'est marqué je l'ai entouré dans le manuel du jeu. Tu ne devras jamais permettre aux démons de pénétrer dans le royaume sacré légendaire. Vous avez un personnage qui nous dit jadis les sages bâtirent le temple du temps pour protéger l'entrée du saint royaume légendaire. Donc on a ce monde qui existe en théorie. Sauf que, est-ce que vous vous souvenez pénétrer dans le royaume sacré en jouant Ocarina of Time? Non, parce qu'on n'y va absolument jamais. Et d'ailleurs, j'ai été vérifié quand même sur Internet pour pas dire de bêtises, mais effectivement, c'est bien précisé. On nous dit, voilà, blablabla, Link never visits the areas of the sacred realm surrounding the Temple of Light, etc., etc. Donc, on a des résidus, si vous voulez, des sortes de persistance rétinienne de cette dualité, mais qui en réalité ne se retrouvent pas dans les jeux qui la perpétuent. Ni dans Ocarina of Time d'ailleurs, ni dans Twilight Princess, on ne visite ce fameux royaume sacré, cette fameuse terre d'or. Mais ça va amorcer, si vous voulez, cette idée de jeu double, de double réalité, de double gameplay, de double endroit à travers lequel on peut naviguer. Ça ne vous a pas échappé que dans A Link to the Past, on pouvait voyager d'un monde à l'autre à l'aide d'un miroir. Vous voyez, dans le manuel du jeu, on nous dit utilisez ce miroir pour échapper au monde des ténèbres et passer dans le monde de la lumière, etc. etc. Je vous ai mis une capture d'écran au-dessus de Twilight Princess, donc le jeu de 2006. Donc on est 15 ans après A Link to the Past, et même si c'est pas très clair sur la photo, mais l'outil qui permet de naviguer du monde des ténèbres au monde de la lumière également dans Twilight Princess, c'est un miroir. L'espèce de gros bouclier, la noire que vous avez, en réalité, c'est un miroir. C'est le miroir des ombres. Et tout le jeu va consister à rassembler des pièces, des fragments de miroir pour reconstituer ce miroir qui va permettre de sceller le portail entre les deux réalités. Donc là, évidemment, on a une référence qui est, je pense, assez évidente à Alice, enfin en tout cas au deuxième tome des aventures d'Alice, de Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir, dans laquelle Alice, évidemment, passe d'une réalité à l'autre en traversant le miroir de sa maison. D'ailleurs, c'est pas la première fois que Nintendo fait référence aux œuvres de Lewis Carroll dans ses œuvres, parce que par exemple, c'est quelque chose d'assez connu, mais dans Super Mario Bros, le fait de manger des champignons pour grandir, pour rapetisser, c'est directement inspiré des champignons d'Alice au Pays des Merveilles également. Et d'ailleurs, en parlant de référence à Alice et en parlant de passer dans un monde parallèle, on va transiter sur un autre jeu du corpus, Majora's Mask 2000, et cette fois-ci, aucune chance de mourir, donc c'est très bien, et ça va être très rapide. Je vais vous montrer l'introduction de Majora's Mask, le tout début du jeu. Et vous allez voir comment est montré, comment est thématisé ce passage d'une réalité à l'autre, et quelle référence il est fait, si je puis dire, en tout cas quel clin d'œil il est fait à Alice au Pays des Merveilles. Donc là, on est au tout début du jeu, on est dans une forêt... Ah non, attendez, non, excusez-moi. On est au tout début du jeu, on est dans une forêt, on vient de se faire voler notre cheval par une entité maléfique, donc on poursuit l'entité en question. On essaie de la rattraper à travers cette forêt qui est aussi mystérieuse que sinistre. Donc c'est une petite phase qui est là aussi pour nous apprendre les bases du jeu, notamment le système de saut automatique. Voilà. Et là, on arrive devant cette entrée, donc dans un arbre qui est entouré d'immenses champignons, c'est une espèce de corolle de champignons. Et c'est le seul moyen de sortir de cette clairière. Et lorsqu'on pénètre dans ce trou qui se trouve à la base d'un arbre,
ça c'est le personnage maléfique en question. Avec cette musique culte. On va s'arrêter là. Donc dans cette séquence qui a donné des cauchemars à beaucoup d'enfants, ce qu'on voit, c'est donc le personnage de Link qui rentre, ce qui est manifestement un terrier au pied d'un arbre, qui tombe dans un trou et qui arrive dans une sorte, vous vous souvenez, avec le plan du trou entièrement noir et des espèces de visages, de symboles étranges qui tournoient. On atterrit au fond du trou et on se retrouve métamorphosé dans une créature. Donc on est à la fois dans le Alice au pays des merveilles, on suit le lapin au fond du terrier et on découvre un autre monde, dans sa version cauchemardesque. Enfin, remarquez, Alice au pays des merveilles était déjà relativement cauchemardesque. Et en même temps, il y a quelque chose un petit peu de la métamorphose de Kafka où on se réveille, on est changé en une créature hideuse. Donc voilà comment en 2000 on manifeste le passage d'un monde à l'autre dans Majora's Mask. Ce monde parallèle-là en particulier, il est intéressant et je vais y revenir parce que, vous l'avez vu, contrairement à A Link to the Past où on passe d'une réalité à l'autre de façon fluide et à loisir, c'est-à-dire que dès qu'on sélectionne le miroir magique, on peut repasser dans le monde de la lumière, repasser dans le monde des ténèbres et vice-versa. Ici, le passage dans le monde parallèle est irréversible et il est surtout précoce. C'est le début du jeu. Là, ce que je vous ai montré, c'est les premières minutes du jeu. On va y revenir un petit peu plus tard, mais je voulais vous montrer cet exemple-là pour pouvoir en reparler ensuite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusé à du coup classer tous les épisodes de la série en fonction du type de parallélisme qu'ils établissaient au sein de leur univers. On a admis qu'ils reposaient tous peu ou prou sur une bipartition Underworld-Overworld. Ça, on n'y revient pas. Maintenant, quel est le feuilletage qu'ils viennent rajouter sur cette bipartition? Comment est-ce qu'il est thématisé dans les jeux? Dans Ocarina of Time et Zelda Oracle of Ages, c'est passé-présent. Vous pouvez naviguer d'un monde à l'autre et chaque monde correspond à une époque différente. Dans Ocarina of Time, c'est très connu. Vous commencez l'aventure, vous êtes enfant. C'est la première moitié, la première tiers du jeu. Deuxième tiers du jeu, vous êtes adulte. Et à partir d'un certain moment, vous pouvez revenir dans la réalité que vous souhaitez, donc dans le monde lorsque vous étiez enfant ou dans le monde lorsque vous êtes adulte. Et évidemment, la réalité a complètement changé. C'est à peu près le même principe dans Oracle of Ages, enfin plus ou moins, pas très important, mais on est encore sur une idée de monde parallèle d'une perspective temporelle. C'est aussi un peu le cas dans The Wind Waker et dans Breath of the Wild, avec une petite particularité qui est que c'est extrêmement secondaire. Wind Waker et Breath of the Wild sont des jeux de l'immanence absolue. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de feuilletage. C'est des jeux, vous vous promenez dans un monde et c'est à peu près le seul monde dans lequel vous êtes. Alors, ponctuellement, est-ce que vous vous souvenez dans Wind Waker du moment où vous revenez dans le passé? Ceux qui ont joué à Wind Waker ou celles qui ont joué à Wind Waker? Oui, vous vous souvenez? Ouais, bien joué. C'est quoi? C'est un quart d'heure, peut-être?
dans le jeu. Enfin, vous y retournez 2 fois, mais c'est vraiment un détail complet hein, dans l'économie du jeu. Breath of the Wild, c'est la mécanique des souvenirs. Ça c'est pareil, la quête des souvenirs, donc, comment ça se passe? Vous vous promenez et vous pouvez trouver des lieux très précis qui sont associés aux souvenirs de votre personnage, qui est amnésique. Et donc lorsque vous arrivez dans ce lieu précis, vous pressez un bouton et là on joue une petite scène dans laquelle le personnage se rappelle de sa vie antérieure. Bon. Mais c'est extrêmement secondaire. Vous avez les jeux qui construisent une opposition entre l'ombre et la lumière. C'est A Link to the Past, on l'a montré. C'est aussi Twilight Princess avec son miroir, là, hein, avec monde des ombres et monde de la lumière. C'est aussi A Link Between Worlds, qui est une sorte de réécriture de A Link to the Past. Vous avez un jeu qui se base sur l'opposition entre le ciel et la terre. C'est Skyward Sword. Vous commencez votre aventure, vous êtes dans un village qui se trouve sur une espèce d'île qui flotte au-dessus d'une mer de nuages. Et la légende raconte que si l'on traverse les nuages, alors cette fois-ci c'est plus un miroir, c'est un nuage, si on traverse le nuage, en dessous il y a quelque chose qui s'appellerait la Terre, qui serait un autre monde, et évidemment votre personnage va être celui qui va faire le lien entre les deux mondes et qui va naviguer d'une réalité à l'autre. Est-ce que c'est aussi ce qui va se passer dans Tears of Kingdom? Ah, on ne sait pas. Peut-être, dans les trailers, on a vu que c'était à peu près ça qui se profilait, ou peut-être aussi une question de passé-présent avec Breath of the Wild, j'en sais rien. On a Link's Awakening qui est construit sur une dualité entre le rêve et la réalité. Votre héros débarque sur une île, il est naufragé au début du jeu, et cette île est extrêmement étrange. Et vous vous rendez compte progressivement qu'en fait, vous êtes peut-être dans un rêve. Bon, j'en dis pas plus. Et vous avez Minish Cap, qui lui est construit sur une opposition entre macrocosme et microcosme, qui est un épisode qui est très très intéressant, un épisode sur Game Boy Advance, console portable, dans lequel un épisode très mignon, dans lequel vous naviguez entre votre taille normale et une taille microscopique. Vous pouvez passer de l'une à l'autre, et donc à certains moments dans le jeu, vous voyez le monde comme le verrait une fourmi. Et donc voilà, vous devez naviguer entre les gouttes d'eau, éviter voilà, les grosses feuilles, etc. Donc c'est un épisode qui est très intéressant. Et vous avez Majora's Mask, où de quoi Majora's Mask est-il le monde parallèle? Ça, c'est un petit peu le problème. C'est un petit peu le problème. Mais également, on va y revenir. Maintenant, pour on va dire les 20 minutes qui nous restent, on va s'intéresser à la question de... Bon, très bien, on a vu les différentes thématiques de monde parallèle. Je peux évidemment pas tous vous les illustrer, je peux pas tous y jouer. Bon, si vous n'avez pas une petite connaissance des jeux que j'ai évoqués sans les montrer, ça doit être un petit peu abstrait, mais malheureusement, je peux pas tout vous montrer. On a vu donc ces espèces de dualités thématiques qui traversent toute l'histoire de la série. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est les façons qu'ont les différents épisodes de la série de nous faire jouer ces mondes parallèles. Parce que c'est bien beau d'avoir un jeu qui est construit sur une sorte de double réalité. Ce qui est fondamentalement intéressant, c'est qu'est-ce que je peux faire dans chacune des deux versions de cette réalité. Ça, c'est une question qui est proprement vidéoludique. Et qu'est-ce qui se passe quand je passe d'une réalité à l'autre? Quel est l'intérêt de passer d'une réalité à l'autre? Qu'est-ce qui va changer en matière d'expérience de jeu? Qu'est-ce qui va changer en matière de gameplay, si vous voulez? Donc on va s'intéresser à la question de comment est-ce que ces mondes parallèles se jouent. Et déjà, est-ce qu'ils se jouent tous et toutes, de la même manière? Alors déjà, dans les mondes parallèles que l'on a identifiés, il y en a certains qui ne se jouent tout simplement pas du tout. Ils sont là d'un point de vue thématique, mais ils ne sont pas là d'un point de vue fonctionnel. Wind Waker, bon, certes, vous allez un quart d'heure dans le château d'Hyrule qui est plongé dans le passé, mais à part ça, vous n'y faites pas grand-chose. Les souvenirs de Breath of the Wild, bon, à part les visionner, vous n'y faites rien. Tears of Kingdom, j'en ai aucune idée. Link's Awakening, vu que tout le jeu se passe dans un rêve, a priori, alors certes, vous jouez le monde parallèle, mais comme vous ne jouez pas le monde de référence, il n'y a pas vraiment, si vous voulez, d'altération sensible dans l'expérience de jeu. Majora's Mask, c'est un peu le même problème que Link's Awakening. Vu que vous êtes plongé dès les premières minutes dans cette espèce de réalité cauchemardesque et que vous n'avez pas de point de référence, est-ce que véritablement vous jouez le monde parallèle? Oui et non. Vous ne pouvez pas de toute façon en sortir, vous ne pouvez pas passer d'une réalité à l'autre, donc c'est un petit peu ambigu. Donc il y a ce que j'ai appelé les mondes injouables. Là, vous avez donc le fameux château d'Hyrule dans Wind Waker, les souvenirs dans Breath of the Wild. On est dans des espaces qui sont parfaitement immanents. Même si le thème reste, d'un point de vue fonctionnel, il ne se passe pas grand-chose.
Majora's Mask, ce qui est intéressant, et je vais en terminer là-dessus avec Majora's Mask, c'est que je posais la question, mais de quoi Majora's Mask est-il le monde parallèle? Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai relu du coup le manuel de Majora's Mask, et dans le manuel de Majora's Mask, c'est la seule fois où vous avez l'expression monde parallèle, en fait. J'aurais pu le mettre comme slide d'introduction de la conférence, parce que c'est le seul moment où vous voyez, on vous dit « Bienvenue à Termina », qui est donc le monde du jeu. Termina est un endroit mystérieux, une sorte de monde parallèle, semblable au monde d'Hyrule, mais avec quelques différences. Alors, pour expliquer ce que ça veut dire, c'est un peu compliqué, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, Majora's Mask est le monde parallèle d'Ocarina of Time. Donc là, en gros, c'est un monde parallèle qui est construit sur un transfert, je dirais, transmédiatique, entre deux jeux qui appartiennent à deux univers différents. En fait, si vous voulez, Majora's Mask est censé faire la continuité, prendre la suite d'Ocarina of Time, et donc d'être, d'une certaine façon, une version cauchemardesque, une version parallèle d'Ocarina of Time. Moi, le problème que ça me pose, c'est que si vous n'avez pas joué Ocarina of Time, Majora's Mask, c'est le monde parallèle de rien du tout. Et pourquoi est-ce que Majora's Mask est présenté comme le monde parallèle d'Ocarina of Time? Parce que les jeux ont 2 ans d'écart. Moi, je pense que c'est une justification a posteriori de très mauvaise foi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les développeurs de Majora's Mask, c'est une anecdote qui est très connue, mais ils ont développé le jeu donc, en 1 an, ce qui est un temps record. Et donc, pour ce faire, ils ont réutilisé tous les modèles 3D, etc., de Ocarina of Time pour faire leur jeu. Ils n'ont pas eu le temps de refaire tout de A à Z, de recréer des nouveaux personnages, de recréer de nouveaux environnements. Donc du coup, ils ont tout récupéré et ils les ont tous changés de rôle. Donc par exemple, là vous voyez dans les petites captures d'écran que je vous ai mis, dans Ocarina of Time, vous rencontrez à un moment donné un espèce de petit personnage qui est complètement secondaire, c'est un figurant absolu dans le jeu. Il va être réutilisé pour constituer l'antagoniste principal de Majora's Mask, qu'on a vu brièvement dans la petite scène d'introduction. Pareil, dans Ocarina of Time, à un moment donné, vous battez un boss dans le dernier temple du jeu, qui sont 2 sorcières jumelles voilà, qui vous attaquent. Elles sont réutilisées dans Majora's Mask pour être 2 petites vieilles très gentilles dans un marais qui vous vendent des potions. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que les équipes de développement ont récupéré toutes les ruines, tous les restes de l'assiette de Ocarina of Time. Ils en ont fait un nouveau jeu qui s'est appelé Majora's Mask. Et après, ils ont dit oui, alors c'est un monde parallèle, etc. Bon, je pense qu'il y a un peu de mauvaise foi, si vous voulez, dans cette justification-là. À moins de prendre l'expression parallèle ou monde parallèle au sens de, si vous voulez, monde étrange, monde bizarre, monde mystérieux, monde cauchemar. Si vous voulez, à le prendre dans un sens qui serait, je sais pas, comme on dirait que peut-être, je sais pas, les films de David Lynch, représentent des mondes parallèles, si vous voulez. Et je prends cet exemple à dessein puisque les auteurs, certains des auteurs de Majora's Mask étaient très fans de Lynch, prétendent s'être inspirés de Twin Peaks, etc. Même si bon, le rapport n'est pas extrêmement évident. Mais bon. Donc Majora's Mask, on est sur un cas un petit peu limite, ou alors, si on veut quand même le sauver, on est dans un cas de parallélisme transmédiatique, si vous voulez. Ce qui est un cas quasi unique, en fait, dans la série, jusqu'à Tears of the Kingdom, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce que nous rejoue Nintendo avec le prochain jeu qui va arriver, qui visiblement a l'air de se passer plus ou moins dans le même univers, mais en différent de Breath of the Wild. S'il y a un jeu dans la série qui tire, à mon avis, le parti le plus intéressant de la question de comment est-ce qu'on joue les mondes parallèles, c'est un jeu dont on n'a quasiment pas parlé jusqu'ici, c'est Skyward Sword. Pour ceux et celles qui connaissent la série Zelda, Skyward Sword, donc l'épisode de 2011, vous savez, c'est un peu le vilain petit canard. C'est un peu l'épisode que personne n'aime, pour tout un tas de raisons, certaines légitimes. Et pourtant, moi là, en me refaisant les épisodes de la série, au prisme de cette question des mondes parallèles, je me suis rendu compte que c'était probablement le jeu le plus intéressant, en fait, du point de vue des mondes parallèles, du point de vue de cette question-là. En réalité, c'est celui qui arrive à créer des situations de jeu tirant parti de ce level design du monde parallèle, qui sont les plus inventives, qui sont les plus virtuoses techniquement. Et donc pour ça, je vais vous en montrer un exemple. Je crois que ce sera le dernier exemple joué que je vais vous montrer dans cette conférence.
Alors là, on arrive en 2011. Ici, la version que je vous montre, il s'agit du remake HD qui est paru, je ne sais plus, il y a 2 ans, je ne me souviens plus trop quand. Vous allez voir hein, que ça va drastiquement changer hein, d'ambiance. Alors, je vois pas si je vois que c'est ça. Et je vais vous montrer une séquence de jeu qui fait un usage qui, moi, je trouve est virtuose de cette question du monde parallèle. On est ici dans ce qui est l'équivalent à peu près du 3e donjon du jeu. On est à peu près au 1er tiers du jeu. On est dans une zone qui est, comme vous voyez, une zone désertique, qui s'appelle le désert de l'Anel, dont on nous a appris qu'en fait, c'est une zone qui était en fait les vestiges d'une ancienne civilisation. Vous avez des ruines un petit peu partout, vous avez un paysage qui a été entièrement ravagé, mais on vous a montré une mécanique au début du niveau, qui est que, en frappant certains cristaux magiques, vous pouviez créer autour de ces cristaux une espèce de bulle, qui est en fait une bulle temporelle, qui vous restitue l'état du monde dans lequel, tel qu'il se trouvait avant la calamité du monde tel que vous le parcourez actuellement. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un état du monde qui est un état du monde passé, et vous allez pouvoir naviguer ponctuellement... Non, pardon, excusez-moi. Vous êtes dans un état du monde qui est un état du monde présent, et vous allez pouvoir naviguer ponctuellement dans des bulles de passé, en réalité. Alors vous allez me dire, oui, le passage d'une époque à l'autre, bon, là, on vous a montré des exemples, on l'a vu 1000 fois. Mais vous allez voir, là, comment ça se manifeste, et c'est une façon que moi je trouve exceptionnelle. Donc pour... D'abord, attendez, excusez-moi. Avant ça, on est dans une phase d'énigme. Là, visiblement, je dois me rendre par ici, il n'y a aucun moyen d'y aller, j'ai un chariot de mine, mais il n'y a pas de pont, donc je ne sais pas comment faire. Je vois qu'il y a un cristaux magique là-haut. J'envoie mon petit scarabée pour entrer en contact avec lui. Et le cristaux me restitue dans une zone délimitée l'état du monde tel qu'il était dans le passé. Merci. Et là, comme je suis en train de parcourir ponctuellement le monde tel qu'il était, donc c'est délimité par cette espèce d'aura aura bleue, pardon, eh bien, il se trouve que dans le passé, il y avait un pont. Donc à ce moment-là, le pont existe. Si j'avais essayé de traverser sans toucher le cristaux, je serais tombé dans le vide. Tout le puzzle de cette zone est construit de cette façon-là, donc on va le résoudre, ça va pas prendre très longtemps. Donc ce petit scarabée, il peut en plus de ça transporter des objets. Donc là pareil, je vais devoir reconstituer un pont. Pour cela, je vais devoir activer un cristaux. Il se trouve que le cristaux, il est dans cet arbre creux. Pour pouvoir l'atteindre, il faut que je lance une bombe. C'est ce que j'ai fait. Je crée une zone de passé. Il va falloir également que j'ouvre la grille. Bon, j'aurais pu le faire à la main, mais c'est pas grave. Et donc là, sur quelques mètres, je suis donc dans le passé de cette zone. Je retourne dans le présent. Je vais terminer cette petite séquence. Il n'y en a pas pour longtemps. Jusqu'à... Oui, merci. Je disais jusqu'à arriver à un point qui me semble intéressant. Toujours la même mécanique. Je trouve le cristaux, je l'active et je voyage dans le passé. Alors vous voyez, c'est extrêmement maniable. Hein. Pourquoi le jeu était détesté à l'époque, c'est qu'il était entièrement, il devait être entièrement dirigé en motion gaming avec la petite Wiimote. Ils ont enlevé cette mécanique-là pour le portage, mais c'est pas plus jouable. Alors là, il va falloir que je tue les ennemis. Alors quiconque a déjà joué à Skyward Sword sait à quel point c'est un enfer. Oui. Très bien. Voilà, je ne vais pas y arriver, c'est pas grave. C'est pas grave.
peu importe. Ce que... Ce qui allait se produire, c'est que on allait continuer avec ce petit système de ponts qui se reconstituent et de bulles temporelles. En fait, c'est ça que le monde parallèle crée ici, c'est la bulle temporelle. Et en revitalisant donc ces petites zones, on pouvait parler à un petit personnage qui me disait « Ah, mais oui !» qui lui est persuadé d'être toujours dans le passé, puisqu'il est dans sa bulle temporelle, et qui me disait « Ah, je vais t'indiquer sur ta carte quel est ton objectif, quel est l'objectif à atteindre. » Et il ouvre mon menu de carte, et là il regarde ma carte et il dit « Mais elle est bizarre ta carte !» Effectivement, parce qu'il est en train de regarder la carte de moi dans le présent, du monde dans lequel je suis dans le présent. Et il va me la modifier pour me la montrer dans l'état dans lequel elle était dans le passé. Ce qu'il y a de brillant dans cette utilisation du monde parallèle dans Skyward Sword, c'est que vous voyez que vous jouez le monde parallèle en simultané. On n'est plus dans cette espèce de transfert d'un monde à l'autre qui pouvait être un petit peu laborieux dans A Link to the Past, qui pouvait l'être aussi un petit peu dans Ocarina of Time. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'était déjà un peu le cas. Là, on est dans une simultanéité du monde parallèle. Ça qui est brillant, on peut jouer les deux mondes en même temps. Et pour ça, il suffit de faire quelques mètres. Et c'est là que la spatialité du jeu vidéo prend tout son sens, quoi, révèle toute sa virtuosité. C'est-à-dire qu'on peut traverser les mondes, on peut faire coexister les mondes dans un même endroit pour créer des situations de gameplay. Là, je vous ai montré cette petite séquence-là parce qu'elle est, on va dire, à une distance raisonnable du début du jeu et que bon, j'ai déjà passé 10 heures pour arriver à ce point-là dans la semaine, mais je vais vous montrer une petite séquence un peu plus tard. Cette fois-ci, j'ai prise en vidéo. Alors, pourquoi je ne vois pas mes balises? Alors, c'est pas grave, je vais essayer de vous la retrouver manuellement. Ah si, elles sont là. Toujours dans la même zone, toujours le même principe. Vous allez à un moment donné arriver devant une mer de sable. Vous activez votre cristaux et il s'avère que cette mer de sable, auparavant, était en vérité une mer d'eau. Vous allez parler au petit personnage, qui est un capitaine, qui va vous expliquer, etc. Et vous allez arriver dans cette phase de jeu passe un petit peu, dans laquelle vous allez naviguer au milieu du désert, mais dans une bulle temporelle, puisque là le cristal, excusez-moi, est mobile, il avance en même temps que votre bateau, et donc vous voyez qu'en fait le monde du passé avance en même temps que vous au sein du monde du présent, et vous jouez pour ainsi dire le monde parallèle au sein du monde dans lequel il est encapsulé, dans cette séquence qui moi je trouve, en plus d'être géniale sur le plan du design, est très poétique. Enfin, elle est très belle, quoi. Vous naviguez littéralement sur un océan au milieu d'un désert parce que vous êtes dans une bulle temporelle. Et on peut pousser le concept encore plus loin. Là, on est un peu plus loin dans la même zone et on vous a montré des cristaux fixes qui pouvaient ouvrir des bulles parallèles. On vous a montré un cristal sur un bateau qui était donc mobile et qui vous permettait d'englober la zone autour de vous. Et là, on vous introduit une dernière mécanique qui est vous pouvez carrément transporter le cristal avec vous et faire, feuilleter le réel à mesure que vous avancez à l'intérieur de celui-là. Et ce qui va être génial, c'est que ça va permettre de résoudre des énigmes, ça va permettre d'agir sur l'environnement. Est-ce que pour aller à cet endroit-là, il faut que je sois plutôt dans le passé ou plutôt dans le présent? Vous allez comprendre très vite. Là, par exemple, le cristal est en main, je suis dans le passé, il y a un espèce de champ de force électrifié qui m'empêche d'atteindre le coffre. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je m'éloigne, je pose le cristal, hop, je retourne dans le passé, j'ouvre le coffre. Je continue mon chemin. Et là, comme la zone temporelle se déplace avec moi, dans le passé, il y avait un mur, donc je dois contourner. Si je veux traverser le mur, il faut que je pose le cristal et que je retourne dans le présent, etc., etc. Là, on a vraiment, j'ai l'impression, tout le potentiel du jeu vidéo dans l'exploration des mondes parallèles en une espèce de démonstration de virtuosité en matière de level design. Mais on s'approche de la fin, je vais conclure. Monde parallèle, pourquoi? Parce que c'est bien beau de dire que la série est traversée, elle est omnubilée, elle est obsédée par cette question des mondes parallèles.
j'ai essayé de me poser la question, à mon avis, pourquoi est-ce qu'il y en a autant dans la série Zelda? Qu'est-ce qui explique cette profusion? Bon, déjà, il y a un motif thématique évident. Le héros s'appelle Link. Et c'est pas juste, il s'appelle Link, ce qui en anglais veut dire lien. Donc s'il y a un lien, c'est qu'on relie deux choses. Mais c'est qu'en plus de ça, les développeurs eux-mêmes jouent avec cette sémantisation. Puisque vous avez des jeux qui s'appellent littéralement A Link to the Past, un lien vers le passé, A Link Between Worlds, un lien entre les mondes. Là, je vous ai mis un extrait d'une interview du créateur de la série, donc Shigeru Miyamoto, qui était interviewé par William Oduro, dans lequel il explique que pourquoi est-ce que le personnage s'appelle Link. C'est une anecdote qui n'est pas très connue, mais quand on a commencé la conception de Legend of Zelda, on s'imaginait que les fragments de la Triforce seraient en fait des puces électroniques. Il devait s'agir d'un jeu vidéo qui se passerait à la fois dans le passé et dans le futur, et comme le héros faisait le lien entre l'un et l'autre, on l'a appelé Link, le lien en anglais. Mais au final, Link n'est jamais allé dans le futur, et c'est resté un jeu d'heroic fantasy. Donc il est évident que dès le départ, dans, si vous voulez, les intentions créatives, en fait, à l'origine de la série, il y avait ces idées que le héros devait être un lien entre les mondes, un lien entre le jeu et le joueur aussi, hein, et la joueuse, un lien entre le passé, le présent, etc. etc. C'était présent dès le départ, en fait, cet ADN-là. Ensuite, il y a quelque chose qui, pour moi, tient d'une extrapolation d'une esthétique qui est très présente dans les Zelda, qui est ce que j'appellerais une esthétique du double fond. Toute la série Zelda est quand même fondée sur une chose, qui est qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Qu'est-ce qu'il y a derrière le mur? C'est une série d'aventures dans laquelle le principe, c'est de trouver des trucs cachés. C'est de trouver des passages secrets. C'est d'ouvrir des portes. Donc si la brique de gameplay fondamentale de votre série, c'est ça, forcément que rajouter des dimensions parallèles, rajouter des mondes derrière les mondes, en fait, c'est une conséquence logique. Si vous voulez maximiser, si vous voulez, le plaisir de jeu, l'expérience de jeu et la philosophie derrière votre jeu, c'est tout à fait logique. De la même manière que vous avez un faux fond dans le tiroir de votre bureau, d'en faire un monde derrière le monde. D'accord ? Là, je vous ai mis par exemple 2 captures d'écran d'Ocarina of Time qui sont lorsque vous utilisez un objet qui s'appelle le monocle de vérité, qui est une espèce de petite loupe. Et lorsque vous regardez à travers la loupe, en fait, vous voyez la vérité derrière les apparences. Et donc là, vous voyez, dans l'image du haut, vous n'avez pas le monocle, vous avez l'impression que vous êtes dans un cul-de-sac, devant un mur, et lorsque vous mettez le monocle, vous vous rendez compte qu'en fait, le mur n'existe pas, vous pouvez passer à travers. Est-ce qu'il s'agit d'un monde parallèle? Alors, peut-être la plus petite, le plus petit dénominateur possible du monde parallèle, mais en fait, si on pousse cette logique-là jusqu'au bout, on arrive évidemment au feuilletage qu'on a exploré pendant cette conférence. Non, troisième raison, il y a probablement un facteur culturel. Alors là, je ne vais pas m'aventurer, il y a des gens qui connaissent la culture et la spiritualité japonaise beaucoup mieux que moi. Je vous renvoie au livre de Victor Moisan qu'il a publié sur Zelda il y a quelques années, Zelda, le jardin et le monde, qui est très intéressant. J'ai vu que Gabriel Bortsmeyer allait venir nous parler du cinéma de Miyazaki dans le même cycle de conférences en mars prochain. Je pense qu'il y a quelque chose dans, disons, une certaine spiritualité japonaise, un certain animisme japonais, qui est que le fait qu'il existe un monde des esprits en deçà du monde dans lequel on vit tous les jours. Il y a quelque chose d'une immanence qui n'est pas la transcendance judéo-chrétienne d'une terre sacrée, d'un jardin d'Éden avec lequel le lien serait coupé. Non, le monde des esprits, le monde des kami, c'est un monde qui est juste en dessous de celui dans lequel on vit et qui se révèle à certains regards ou dans certaines circonstances. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là-dedans. Là, vous avez une image de Twilight Princess. Lorsque vous passez dans le monde des ténèbres, vous voyez en fait les sortes de fantômes, des sortes d'âmes de personnes du passé qui vous apparaissent. Vous voyez ces soldats qui sont d'apparence fantomatique. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient ici d'un facteur culturel, mais je ne veux pas dire de bêtises. Je laisserai d'autres personnes développer. Et enfin, quelque chose qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que cette idée d'introduire un feuilletage, d'introduire des mondes parallèles dans la série, c'est une manière de remettre l'espace au centre du jeu. Comment ça fonctionne un jeu vidéo? Un jeu vidéo, vous avez un avatar qui agit sur un environnement. Par exemple, votre avatar est face à une porte verrouillée, il va essayer de trouver une clé pour ouvrir la porte verrouillée. Il est face à un mur, il va essayer de placer une bombe pour créer une fissure dans le mur et passer à travers. C'est la manière traditionnelle qu'a un jeu vidéo de fonctionner. Avec cette question des mondes parallèles, moi ce que je trouve fascinant, c'est qu'en fait, ça renverse, si vous voulez,
le dynamisme entre ces deux fonctions de base. Vous l'avez vu dans l'exemple de Skyward Sword, ça n'est plus le personnage qui agit sur le monde, c'est le monde qui agit, on fait agir le monde, et c'est au personnage de s'adapter aux configurations du monde. Ah, quand je suis dans le passé, le mur se redresse. Ah, quand je suis dans le présent, il y a de l'eau. Et donc, c'est à moi, si vous voulez, de me positionner en tant que joueur, en tant que joueuse. C'est à moi de me positionner autour du monde. Je replace, du coup, le monde, l'espace, au centre du jeu. J'en viens presque à contrôler l'espace. Vous voyez que dans Link to the Past, le moment où j'essayais de monter en haut de la falaise, c'est pas mon personnage que je contrôle. Mon personnage, il était immobile. Je l'ai placé à un endroit et je l'ai pu toucher. Mais ensuite, ce que je faisais, c'est que je faisais en gros monter et descendre la falaise. En fait, je contrôlais l'espace de jeu grâce à cette mécanique des mondes parallèles. Donc, je ne pouvais pas finir autrement que là-dessus, parce que évidemment, moi, je travaille sur l'espace, je travaille sur le level design. Donc, l'idée que le motif des mondes parallèles est une manière de remettre l'espace au centre du jeu, ça me paraissait quelque chose d'absolument fondamental. 1h15, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.